Madame, Monsieur, bonsoir. Ravi de vous retrouver sur Al24 News pour cette nouvelle édition de l'information à la une de l'actualité de ce 19h. Alger et Pékin affichent l'alignement de leur position en ce qui concerne l'actualité internationale, annonce faite en marge de la visite du ministre algérien des Affaires étrangères Ramtallah Mamra en Chine. Énergie, Sonatrach et son partenaire Eni annoncent une nouvelle découverte dans le bassin de Berkine en Algérie, un puits qui devrait générer pas moins de 140 millions de barils de pétrole brut. Guerre en Ukraine, alors que la Russie annonce de nouvelles frappes hypersoniques, le Kremlin accuse les États-Unis de bloquer les pourparlers russo-ukrainiens. Sport football, les amateurs du ballon rond vont se régaler ce soir avec le classico de la Liga espagnole. Le Real de Madrid affronte le FC Barcelone. Karim Benzema, le grand absent côté madrilène. Et nous entamons donc ce journal par cette visite du ministre algérien des Affaires étrangères Ramtallah Mamra en Chine. Alger et Pékin ont publié un communiqué conjoint affichant l'alignement de leur position en ce qui concerne l'actualité internationale. Le texte évoque également les liens historiques que partagent les deux pays depuis de très longues années. Il se focalise aussi sur l'aspect stratégique de la coopération bilatérale. Souhila Kilal. La visite du ministre algérien des Affaires étrangères en Chine a définitivement scellé l'entente sino-algérienne. Les deux pays ont parlé d'une même voix, alignant ouvertement leurs positions dans divers domaines, notamment concernant l'actualité internationale. Nous sommes fiers de la coopération sino-algérienne sur le plan international qui remonte à 64 ans en arrière, quand la Chine a reconnu le gouvernement provisoire de la République algérienne. Dans la perspective du renforcement de leur partenariat, l'Algérie et la Chine ont annoncé la signature prochaine d'un accord portant sur la réalisation d'un projet nommé la Nouvelle Route de la Soie. L'idée lancée en 2013 par Pékin vise à obtenir une coopération constructive entre les nations dans le cadre d'un système mondial utile et équitable et en faveur de la paix et la sécurité mondiale. Le conflit ukrainien était également au menu des concertations. La Mamra et son homologue chinois ont réitéré leur attachement à la Charte des Nations Unies, au respect de la souveraineté des États et au règlement des conflits par le dialogue. Il faut que les parties adverses se conforment aux principes du droit international et dialoguent autour d'une même table pour trouver une issue pacifique au conflit. L'Algérie et la Chine ont également exposé leur point de vue sur la question sahraoui. Les deux parties s'accordent sur le principe du droit inaliénable du peuple sahraoui à l'autodétermination et de parvenir à une solution sur la base des résolutions onusiennes et du droit international. Quant à la position algérienne vis-à-vis des questions maliennes et libyennes, Pékin n'a pas manqué de la saluer. Et nous allons justement nous intéresser à ce changement de position de Madrid sur la question sahraoui. L'Espagne qui cède finalement au chantage du Makhzen. Ce revirement diplomatique est le fruit d'intenses pressions exercées par le Maroc et sur l'Espagne, notamment sur la question migratoire. Abdelkader Edrief. Crise migratoire et gaz, deux arguments de taille qui ont fini par faire plier Madrid au caprice de Rabat. D'ailleurs, et dans la réaction officielle de la présidence sahraoui, le changement de position de Madrid est le résultat de mois intenses de chantage marocain contre l'Espagne pour restaurer les relations diplomatiques à leur état antérieur. Un revirement qui s'explique en effet par ce que le Royaume d'Espagne redoute le plus, l'afflux massif de migrants clandestins venant de l'autre côté de la Méditerranée. Le stratagème est clair, le Maroc l'a compris et s'en donne à cœur joie. Le Makhzen ferme les yeux sur le passage de centaines, voire de milliers de migrants clandestins pour obtenir ce qu'il veut. Rien que durant la journée du 8 mars dernier, 1 millier de migrants ont essayé d'entrer dans l'enclave espagnole de Melilla, sur la côte nord du Maroc, quelques jours après la tentative la plus massive jamais enregistrée, avec environ 2500 candidats à l'émigration.
Les services de renseignement espagnols avaient alors pointé du doigt le Maroc suite à ces tentatives, les autorités marocaines ayant cessé de surveiller les camps de migrants subsahariens près de la frontière avec l'enclave espagnole. Des scénarios similaires sont signalés également dans l'autre enclave de Ceuta avec la complicité des gardes-frontières marocains. Melilla et Ceuta constituent les seules frontières terrestres de l'Union européenne sur le continent africain et font régulièrement l'objet de tentatives d'entrée de la part de migrants cherchant à rejoindre l'Europe. Cette situation exaspérante continue de susciter l'indignation au sein de la classe politique espagnole. D'ailleurs, 2 partis politiques espagnols, le Parti populaire et Vox, ont prévu de présenter 2 propositions visant à protéger Ceuta et Melilla et permettre une réponse rapide et efficace aux tentatives du Maroc de déstabiliser les 2 enclaves. Et cette réaction de la classe politique espagnole qui s'est indignée du revirement de la position du gouvernement de Pedro Sánchez sur le conflit au Sahara occidental, la qualifiant de scandaleuse et de contraire à la position historique de l'Espagne et au droit international. Dans ce sens, la 2e vice-présidente du gouvernement espagnol, ministre du Travail et de l'économie sociale, Yolanda Díaz, a déclaré qu'elle se démarquait totalement de la position de son supérieur, soulignant que la position de l'Espagne vis-à-vis de ce dossier doit émaner d'un dialogue national tout en tenant compte du droit du peuple sahraoui à l'autodétermination garantie par le droit international. Et plus de 150 000 agriculteurs et éleveurs ont manifesté ce dimanche à Madrid pour exiger du gouvernement socialiste de Pedro Sánchez des mesures immédiates pour juguler la hausse des prix, notamment des carburants, et la baisse de la rentabilité des exploitations. En parlant d'énergie, justement, les approvisionnements en gaz sont-ils au cœur de cette crise? Nous avons posé la question à Reda Amrani, expert économique algérien. Je pense que la question de mettre gaz n'est pas appropriée. Ce n'est pas celle-là qui a fait qui a obtenu le revirement à 180 degrés de la position et c'est officiel espagnol sur la question de la décolonisation du Sahara occidental. Les Espagnols sont habitués à y aller dans le sens, si vous voulez, des exigences de l'OTAN, de l'Occident. Ils sont comme ça, hein, ils ne changeront pas. C'est un pays qui s'aligne systématiquement sur les États-Unis, même avant l'Union européenne. Et c'est un peu une Grande-Bretagne bis dans ce domaine-là. Et je pense que la dernière tournée de la sous-secrétaire d'État américaine aux affaires étrangères qui avait dit qu'elle avait une préférence pour cette solution, sans toutefois remettre en cause les décisions des Nations Unies, a dû les pousser à faire un peu plus de zèle. Je pense que c'est plutôt de l'arrogance. C'est à nous donc de savoir comment réagir. Et sur le plan économique, nous pouvons leur faire mal. Nous avons des capacités de nuisance. Énergie toujours, Sonatrach et son partenaire Eni annoncent avoir réalisé avec succès le forage du premier puits d'exploration dans le périmètre de recherche Zemlet El Arbi, situé dans le bassin de Berkine, situé à environ 15 km des installations de traitement existantes. Ce puits a mis en évidence une importante découverte de pétrole brut. Les estimations préliminaires montrent que la structure renferme environ 140 millions de barils de pétrole brut. Dans le dossier ukrainien, plus de 1700 ressortissants algériens vivant en Ukraine ont passé la frontière pour rejoindre la Pologne, selon le ministère des Affaires étrangères et de la communauté nationale à l'étranger, précisant que ce nombre représente l'ensemble des membres de la communauté inscrits auprès des services consulaires de l'ambassade d'Algérie à Kiev. Les autorités algériennes ayant obtenu de la part de la Pologne, la Roumanie, la Hongrie et la Moldavie un accord ferme d'ouvrir leurs frontières aux ressortissants algériens. La seule condition pour passer les frontières de ces pays consiste en la présentation d'un passeport en cours de validité. Et nous vous le disions en titre, la Russie affirme pour le deuxième jour consécutif l'utilisation de missiles hypersoniques en Ukraine, cette fois pour détruire une réserve de carburant de l'armée ukrainienne dans le sud du pays. Amin Toutah.
Pour la deuxième fois depuis le début du conflit en Ukraine, l'armée russe affirme avoir utilisé des missiles hypersoniques contre des sites militaires ukrainiens. La dernière opération visait à détruire une réserve de carburant de l'armée ukrainienne dans le sud du pays, selon la défense russe. Une nouvelle arme sur un terrain de plus en plus violent entre les deux parties, notamment sur les grandes villes telles que Kharkiv et Kiev. La capitale ukrainienne résiste à l'encerclement des troupes russes depuis le premier jour des opérations. Pour beaucoup d'habitants de Kiev, le métro de la capitale sert d'abri et de refuge au moment des bombardements et frappes. À Mariupol, d'intenses combats font rage dans cette ville portuaire. Selon plusieurs sources, l'Ukraine aurait perdu l'accès à la mer d'Azov, tout en permettant aux Russes d'avoir un corridor terrestre vers la Crimée, la péninsule annexée à Moscou depuis 2014. Côté humanitaire, les autorités ukrainiennes ont accepté d'ouvrir 10 couloirs humanitaires afin d'évacuer les civils des villes et villages qui se trouvent en ligne de confrontation. L'Organisation des Nations Unies indique que plus de 6 millions d'Ukrainiens se sont déplacés à l'intérieur du pays après avoir quitté leur foyer. S'ajoute à ce nombre le chiffre de plus de 3 millions de personnes qui se sont réfugiées dans les pays voisins. Et au 24e jour donc, de l'opération militaire russe en Ukraine, le président ukrainien Volodymyr Zelensky s'est à nouveau exprimé ce dimanche. Il lance un appel pour des pourparlers urgents avec la Russie au moment où le ministre russe des Affaires étrangères, Sergueï Lavrov, accuse les États-Unis d'entraver les négociations russo-ukrainiennes amorcées dès le début du conflit en Biélorussie. Rim Bokhari. Le chef de la diplomatie russe fustige les États-Unis. Dans une nouvelle sortie médiatique, Sergueï Lavrov les accuse de vouloir capoter les négociations russo-ukrainiennes en cours. Washington tente, selon Lavrov, d'influencer la délégation ukrainienne pour que celle-ci rejette les revendications russes lors des tractations entre Kiev et Moscou qui se déroulent sur plusieurs rounds en Biélorussie. Cela intervient au moment où les tractations vont bon train, à en croire Ankara. Ce dimanche, le ministre turc des Affaires étrangères, Mevlut Cavusoglu, qui multiplie les efforts de médiation dans le conflit, a estimé qu'un accord pourrait être trouvé prochainement. Un élan dans les pourparlers qui a justement été évoqué par la partie russe. Au lendemain de la 4e session des négociations, le chef de la délégation russe, Vladimir Medinsky, a évoqué vendredi des avancées dans les discussions. Il dit avoir constaté un rapprochement des positions, notamment sur la question d'un statut neutre de l'Ukraine, l'une des principales revendications russes. De son côté, la partie ukrainienne demeure plus prudente. Selon Kiev, des contradictions profondes persistaient dans les pourparlers, mais un compromis restait, selon elle, toujours possible. Direction l'Asie, le ton monte d'un cran sur le sujet hautement sensible de Taïwan. La Chine dénonce le passage du détroit de Taïwan par le destroyer américain Ralph Johnson le 17 mars dernier, considérant cet acte comme une provocation. De son côté, Washington indique qu'il y avait également dans le détroit un porte-avions chinois. Neyla Hamouda. La tension monte entre la Chine et les États-Unis. La navigation du destroyer américain Ralph Johnson en est la cause. Le destroyer américain a traversé le 17 mars le détroit de Taïwan qui sépare l'île de la Chine. Cette dernière dénonce le passage de ce navire. Elle le considère comme étant une provocation pour l'armée chinoise qui déplore un comportement très dangereux car il adresse des signaux néfastes aux indépendantistes. Ce n'est pas la première fois qu'un navire américain effectue des transits dans les eaux internationales. Les navires de la marine américaine ont déjà traversé le détroit environ une fois par mois l'an dernier. Cela a suscité la grande colère de Pékin qui accuse Washington d'attiser les tensions dans la région. Le navire de la guerre américaine n'était pas le seul à naviguer dans le détroit de Taïwan. Selon Washington, il y avait également un porte-avions chinois. Aux yeux de Pékin, la question de Taïwan est la plus délicate et la plus importante dans ses relations avec Washington. Le détroit qui sépare l'île du continent est une zone éminemment sensible. Les États-Unis, principal allié de Taïwan, considèrent le détroit comme une zone maritime internationale ayant envoyé des navires de guerre dans le secteur pour y mener des opérations de défense de la liberté de navigation. Taïwan n'a aucun lien diplomatique formel avec les États-Unis, mais ces derniers sont le principal soutien international de l'île et son fournisseur en armement.
Retour en Europe pour parler des présidentielles françaises. À moins d'un mois de la tenue du premier tour des élections, l'Algérie, un thème récurrent qui revient à chaque rendez-vous électoral en France. Safouane Ben Sabri. En pleine campagne présidentielle française, le sujet mémoriel de la guerre de libération vient meubler, comme de coutume, le paysage médiatique et politique français. Emmanuel Macron a évoqué le sujet lors de la cérémonie de commémoration du 60e anniversaire des accords d'Évian. Le président français, dans une déclaration pour le moins ambiguë, avance que la question mémorielle n'aurait rien à voir avec l'Algérie d'aujourd'hui. Je pense que tout ce dont je viens de vous parler n'a rien à voir au fond avec l'Algérie d'aujourd'hui simplement. Parce que c'est nous. C'est notre histoire. Le passé colonial de la France demeure pourtant presque palpable dans les esprits et les corps de ceux qui en ont souffert. Valérie Pécresse, elle, s'est engagée en cas d'élection à trouver une forme de réconciliation mémorielle sur le sujet, une tâche qui semble difficile pour celle dont le mentor Nicolas Sarkozy avait déclaré que la France n'avait pas à rougir de son passé, pourtant pour le moins tumultueux. Défenseuse autoproclamée des harkis, Marine Le Pen a préféré se cantonner sur le cas de ces derniers. La candidate du Rassemblement national se garde bien de mentionner le sort réservé à leurs équivalents français, en l'occurrence les collabos de la Seconde Guerre mondiale. Pour rappel, une véritable épuration judiciaire et extrajudiciaire a eu lieu au lendemain de la guerre. Le ministre de l'Intérieur avance à l'époque le chiffre de 105 000 exécutés, souvent de manière sommaire et brutale. Une chose est sûre, le chapitre mémoriel est loin d'être clos et il ne manquera pas de ressurgir des deux côtés de la Méditerranée. Et l'Allemagne qui continue de prospecter de nouveaux partenaires susceptibles d'assurer une partie de ses approvisionnements en gaz. C'est le contexte qui prévaut sur la tournée du ministre allemand de l'économie et du climat, Robert Habeck, au Moyen-Orient, à commencer par le Qatar où il a rencontré l'émir Tamim Ben Hamed Al Thani. Ensemble, ils ont examiné les relations entre les deux pays et les moyens de les renforcer et de les développer dans divers domaines, notamment dans le domaine de l'énergie, a expliqué l'agence de presse officielle qatari. L'objectif est de lancer une coopération dans le domaine de l'hydrogène sur le moyen terme, tout en lui conférant un cadre politique. Nous voulons également discuter des approvisionnements en gaz naturel liquéfié sur le court terme et assurer à nos entreprises le cadre politique adéquat pour qu'elles puissent s'émanciper du gaz russe. La coalition dirigée par l'Arabie Saoudite a annoncé une nouvelle série d'attaques dans la région. Les Houthis ont visé samedi des sites de production d'énergie et de dessalement dans le sud du pays, sans faire de victimes. Nouhad Belkhatem. Au total, ce sont 4 sites saoudiens qui ont été visés par les rebelles Houthis, causant des dégâts matériels mais aucune victime. Les attaques ont visé une installation du géant pétrolier Aramco à Jizan, une usine de dessalement d'eau dans la ville d'Ashaqir, une centrale électrique à Zahran al-Janoub, ainsi qu'une installation gazière à Khamis Mouchayit. La coalition sous commandement saoudien a également annoncé avoir intercepté et détruit 4 drones dans le sud du pays, près du Yémen. Il ne s'agit pas de la première opération Houthi. La région est régulièrement cible d'attaques de drones et de missiles. Il y a une dizaine de jours, c'est une raffinerie de pétrole de la capitale saoudienne qui a été ciblée. Cette dernière attaque intervient alors que le géant de l'énergie Aramco a annoncé ce dimanche une hausse de 124% de son bénéfice net pour l'année 2021. Une hausse largement due à une reprise de l'activité économique mondiale après le ralentissement causé par la pandémie de Covid-19. Direction l'Amérique, à 7 mois de la présidentielle au Brésil, le président d'extrême droite Jair Bolsonaro perd un de ses moyens d'expression favoris. Un juge de la Cour suprême du Brésil a bloqué vendredi la populaire messagerie en ligne Telegram, une décision jugée irrecevable par Jair Bolsonaro. Iman Merat. Selon un arrêt publié sur la haute cour brésilienne, un juge de la Cour suprême a ordonné vendredi dernier de bloquer l'accès à la populaire messagerie en ligne Telegram, faisant allusion à la propagation de désinformation sur la toile. À plusieurs reprises, Telegram n'a pas respecté des ordres judiciaires, a écrit le juge Alexandre de Moraes dans cet arrêt, qui ordonne la suspension complète et intégrale du fonctionnement au Brésil de Telegram.
Une application très appréciée par les partisans du président d'extrême droite Jair Bolsonaro, mais pas que. Telegram est téléchargé à hauteur de 53% sur les smartphones locaux. Cette application d'origine russe basée à Dubaï représente le pivot de la stratégie de communication de Jair Bolsonaro, fervent défenseur des libertés d'expression qui ambitionne une réélection au présidentiel prévue en octobre prochain. Le juge Alexander de Moraes a indiqué que jusqu'à présent, Telegram s'était partiellement conformé aux ordres judiciaires, mais qu'il lui fallait s'y conformer totalement pour inverser la décision, laissant ainsi un sursis de 24 heures à la messagerie avant d'être définitivement censurée. La spécificité de cette application réside dans la quasi-absence de modération de contenu des messages échangés et les groupes de discussion peuvent contenir jusqu'à 200 000 membres, ce qui favorise amplement l'augmentation du potentiel viral des fake news. Pour rappel, le délai des 24 heures a été accordé après que Pavel Durov, le patron fondateur russe de Telegram à Dubaï, eut présenté ses excuses à la Cour suprême, invoquant un problème de communication tout en réclamant un nouveau délai pour répondre aux exigences de la justice brésilienne. En parallèle, le gouvernement brésilien a déposé samedi un recours devant un autre juge de la Cour suprême, estimant que le blocage de la messagerie était démesuré. Retour en Algérie pour parler culture à l'occasion de la 25e édition du Salon international du livre d'Alger. Plusieurs nouveautés sont annoncées. Parmi elles, la mise en place d'un espace d'échange de livres d'occasion pour le plus grand bonheur des amoureux de littérature. Cette année, donc, il y aura un espace au niveau du salon, donc sous forme de chapiteau, où les Algériens, tous les Algériennes et Algériens sont invités donc à venir déposer leurs livres déjà lus pour en prendre un autre. Donc c'est une façon de permettre un échange de livres déjà lus entre les Algériens. Autre nouveauté, pas des moindres, le lancement d'une plateforme numérique. Elle donnera un accès virtuel au salon. Les visiteurs pourront se faire livrer des livres en ligne. Pour rappel, le SILA ouvrira ses portes le 24 de ce mois au Palais des Expositions Maritimes, Alger. Sport, pour clore cette édition, le sélectionneur national Djemal Belmadi a animé ce matin une conférence de presse au centre technique de Sidi Moussa pour défendre sa liste des 24 joueurs concernés par la double confrontation des matchs barrages qualificatifs pour la Coupe du Monde 2022 face au Cameroun. Le sélectionneur national s'est exprimé sur le fait qu'il rejoue à Japoma et aussi sur la convocation d'un nouveau joueur. On a joué 3 matchs consécutifs là-dessus, donc il nous est pas étranger. On a envie dans ce stade-là, on a envie de réagir et réagir. Mais meilleure réaction que dans le stade où on a perdu beaucoup de choses. La Wafi, c'est plus un joueur un joueur côté gauche un petit peu. Je vais lui faire un petit clin d'œil à Istehel, un petit peu à la Nadir Belhadj avant, donc quelqu'un qui est plus apte à prendre son couloir et participer offensivement. Il est très intéressant à ce moment-là. Et les joueurs de l'équipe nationale qui veulent à tout prix se qualifier à cette Coupe du Monde selon Djemal Belmadi. Ils ont tous envie d'aller à cette Coupe du Monde, plus qu'envie. Envie, ça suffit pas. Il faut vraiment... je vous ai dit, c'est pas les 2 matchs les plus importants seulement pour moi dans une carrière, parce que c'est l'égoïsme à la limite de penser à ça, mais c'est aussi pour eux. Ils ont conscience que pour certains, c'est peut-être la dernière possibilité de jouer une Coupe du Monde. Pour d'autres, les plus jeunes, se dire que peut-être ils ne retrouveront pas un collectif ou une génération de joueurs, on ne sait jamais. On n'est pas habitué régulièrement à jouer des Coupes du Monde. 5e journée de Ligue des champions d'Afrique. Le CR Belouizdad est désormais le 2e club algérien qualifié pour les quarts de finale de cette compétition continentale. Après l'exploit de l'Entente de Sétif, les protégés de Paqueta ont remporté leur match hier au stade olympique du 5 juillet, 2-0 face au club tunisien de l'Étoile du Sahel. Le CRB est 2e du groupe C avec le même nombre de points que le leader, l'Espérance de Tunis, 11 points chacun, avant le choc de la 6e journée entre les 2 clubs. Je vous propose d'ailleurs d'écouter l'entraîneur du CRB. For us, it's very important you qualify.
Pour nous, c'est très important de se qualifier. C'est ça notre objectif. Et on l'a fait. Pour le prochain match, on va essayer d'obtenir la première position. On va jouer à l'extérieur comme on a joué aujourd'hui. On va pas changer notre style. Nos joueurs sont adaptés au système. On doit faire le maximum pour être en première position. They adapt our system, they adapt our idea, and you have to do the maximum to get the first position. Football, toujours, direction l'Espagne, le Santiago Bernabéu, le stade mythique du Real de Madrid accueillera ce soir le Classico de la Liga espagnole entre Madrid et le FC Barcelone. Le Barça qui veut confirmer sa bonne forme en cette fin de saison, tandis que les merengues tenteront de consolider leur place de leader du championnat espagnol. Madrid qui évoluera sans son attaquant vedette Karim Benzema. Début du match prévu à partir de 21h. Fin de cette édition. Merci à tous de nous avoir suivis. Tout de suite, ne manquez pas la météo présentée par Madame Ziane Zitouni. Excellente suite des programmes sur Al 24 News. À demain.